Léonard, on attaque donc, juste, je vais finalement surtout introduire le sujet dont on va parler après. On se présente, du coup, d'abord Léonard, je commence rapidement. Moi, je suis Vincent, un des cofondateurs de la plateforme Freelance République, que certains d'entre vous soit connaissent peut-être déjà ou ont déjà pratiqué. Et chez Freelance République, je m'occupe ces dernières années essentiellement des opérations, donc à la fois de l'équipe chez nous qui accompagne notre réseau de clients, qui se préoccupe de leur répondre, de répondre aux besoins, et puis de l'équipe de Talent Advocate qui est en relation directe avec vous euh, pour animer chacun dans son domaine technique ou métier la communauté et évidemment se préoccuper de trouver les missions qui collent sur mesure à ce que cherchent nos freelances. Voilà, je m'occupe essentiellement de ce périmètre-là chez Freelance République, que je vous présenterai rapidement en 2 mots juste après. Léonard. Et donc, moi, c'est Léonard, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je m'occupe de toutes les équipes sales chez Jump et du coup, je suis au contact d'énormément de freelance. On accompagne, on contacte en tout cas, et on échange avec 500 indépendants par mois à peu près individuellement. Et l'idée chez Jump, c'est de vous proposer le meilleur, en tout cas pour nous, statut possible qui fait la liaison entre le salariat, les avantages des salariés et la liberté d'indépendant avec une flexibilité sur votre choix de salaire et une plateforme digitale qui est aujourd'hui utilisée par 1500 indépendants au quotidien. C'est pas l'objet du tout de la présentation, mais si vous le souhaitez, je fais des rendez-vous de groupe tous les jours sur notre modèle. Donc, si vous voulez venir, vous avez tout sur notre site et on va du coup basculer sur le webinaire. Je te laisse démarrer, Vincent. Attends, j'enchaîne moi aussi. Je vais donner quelques chiffres sur Freelance République pour introduire le sujet, mais m'assurer que tout le monde aussi connaît Jump d'une part et Freelance République d'autre part. Donc nous, Freelance République, pour ceux qui nous découvriraient, on n'intervient que dans le domaine informatique. On adresse tous les métiers de l'informatique et uniquement dans le cadre de missions long terme. Et notre job, c'est de mettre en relation sur mesure les freelances de notre communauté et les clients de notre réseau. Aujourd'hui, Freelance République, c'est plus de 60 000 freelances inscrits sur notre plateforme et 12 000 que nous avons présélectionnés au sein de la communauté et qui collent vraiment à notre modèle et qui donc cherchent notamment et uniquement dans le domaine IT des missions full-time et long terme. C'est aujourd'hui plus de 350 freelances en mission active chez nos clients et une quarantaine de personnes en interne chez Freelance République à animer la communauté et à développer notre réseau de clients. Alors pour vous dire, effectivement, introduire le sujet qui je l'espère, va nous faire discuter. L'objectif, encore une fois, c'est que vous posiez des questions ou alors que vous apportiez vous-même votre vision du marché tel que vous le vivez aujourd'hui. Il s'agit effectivement, d'une part, de vous donner un insight de notre côté, comment on voit le marché du freelancing et IT en ce moment, de vous dire, selon nous, quels sont les enjeux du coup de l'écosystème freelance, en tout cas des freelances dans ce contexte-là, et peut-être comment effectivement définir vos priorités pour renforcer votre attractivité sur ce marché. Et puis surtout, voilà, on s'attachera à répondre à vos questions sur ce sujet ou sur tout ce qui vous passera par la tête quand on en aura parlé. Le marché, en fait, c'est simple. On a connu post-Covid une période assez euphorique, fin 2020 déjà, tout 2021 et une bonne partie de 2022. Et on voit en revanche depuis fin 2022, début 2023, un marché qui est beaucoup moins en tension,
avec toujours une population de freelance qui continue de grandir. Ça va durer, hein, c'est amené à durer. C'est une vraie tendance plus que du marché, c'est une tendance sociétale. Mais en revanche, depuis début 2023, on voit que le nombre de missions globalement, là, on ne fait que des généralités, hein, on peut après rentrer un peu dans le détail, mais on ne fait que des généralités. Le nombre de missions diminue sensiblement. Et donc, il y a effectivement, sauf dans certains domaines comme la cybersécurité ou la data, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus d'offres que de demandes. Ça implique certains changements par rapport aux années qu'on a connues précédemment. D'une part, des clients qui ont le choix maintenant, des entreprises qui ont le choix et qui peuvent se permettre d'être plus exigeants. Entre autres choses, ils mettent aussi davantage la pression sur vos TJM, mais aussi sur leurs fournisseurs. Hein, donc les intermédiaires ne sont pas oubliés. Dans tous les appels d'offres sur lesquels on peut travailler aujourd'hui, voilà, on est confronté à des services achats ou à des opérationnels qui nous mettent encore plus qu'avant en compétition, qui challenge les TJM des intervenants, des freelances, mais aussi les commissions des intermédiaires. Donc il y a une bien plus grosse pression sur le prix. Les clients donc les entreprises ont davantage le choix et distinguent maintenant selon le contexte dans lequel il va faire travailler les prestataires, ils distinguent effectivement les embauches en CDI, les prestataires de SN et les prestataires freelance. Donc selon l'appréhension qu'ils ont des uns ou des autres, ils peuvent se permettre aujourd'hui, parce qu'ils ont le choix, ils peuvent se permettre de privilégier plutôt l'embauche en CDI, ou bien de décider que ça sera plutôt une collaboration avec une ESN et leurs salariés plutôt que des prestataires freelance, ou bien des freelances parce qu'effectivement ils ont besoin de quelqu'un de très opérationnel, très vite, avec une vraie expertise, ils font davantage confiance aux freelances dans ce cadre-là. Enfin bref, voilà, ils ont davantage le choix qu'ils ne l'ont pendant des années, et où effectivement, notamment quand on était freelance, on tenait le couteau par le manche et voilà, on avait peu de questions à se poser sur le fait de trouver une mission intéressante. Tout ça, ça oblige effectivement ce contexte-là, ça oblige les freelances, selon nous, en tout cas, ça les confronte à de nouveaux enjeux. Évidemment, alors, nouveaux enjeux, attention, il y a pas grand-chose de nouveau là-dedans, mais ça devient absolument impératif maintenant. Ça l'était moins avant. Évidemment, la visibilité, c'est un enjeu majeur. Léonard reviendra largement dessus. Le savoir-faire, également, évidemment. Mais ce qui, selon nous, devient absolument essentiel maintenant dans l'écosystème freelance, eh bien, c'est le savoir-être, pour plusieurs raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et bien sûr, tout cela contribue à l'image qu'on construit sur le marché et à la réputation en tant que prestataire freelance, où il s'agit effectivement aujourd'hui sur le marché d'inspirer confiance. Et c'est comme ça qu'on construit un profil solide dans la durée et pas seulement à très court terme. Donc ça, c'est des sujets dont on peut parler. Je suis intéressé, moi, d'avoir vos retours. Vous pouvez les mettre, je crois, dans la zone de commentaires, je crois dans les questions, dans la zone de questions, c'est ça, je crois, Léonard, si je ne me trompe pas. Dans la partie sondage, ouais. Je vais te dire d'ailleurs les premiers éléments de réponse. Voilà, ça m'intéresse que vous partagiez avec nous ce que sont selon vous vos priorités déjà à court terme en 2024, au regard du contexte dans lequel on travaille aujourd'hui, et vos grands enjeux en tant que prestataire freelance, les grands enjeux auxquels vous pensez être confrontés aujourd'hui et qui vont impacter votre activité sur le long terme. Ça, c'est, je pense, un sujet important pour nous. Moi, j'ai parlé là d'image, de réputation. Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important et dont tous les freelances aujourd'hui sur le marché doivent être totalement solidaires. J'insiste là-dessus parce que on sait à quel point l'image que chacun individuellement va laisser chez un client va impacter derrière
pas seulement la personne dont il s'agit, mais tout l'écosystème freelance derrière. Donc, voilà, au moment où les entreprises ont davantage le choix, eh bien c'est le moment de montrer effectivement à quel point, au-delà des compétences, l'écosystème freelance est fiable et il peut inspirer la confiance. Donc voilà pour l'introduction et je passe la main à Léonard. Est-ce que Vincent, tu veux prendre une ou deux questions avant la partie pour le profil ou en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions là, comme ça on les affiche à l'écran. Moi après, je présenterai la partie aussi profil pour créer la confiance et l'importance de créer de la valeur pendant sa mission et vous pourrez rebondir dessus. Prenons une première question et comme ça après je présente la partie profil rapidement et on revient sur des questions-réponses à la fin. Ouais. Alors je reviens un peu en arrière pour reprendre les premières questions. Ouais, je l'ai affiché à l'écran, sinon la première, Vincent, là, sait-on pourquoi les entreprises ont changé leur ratio interne-externe? Est-ce amené à durer? Juste par rapport à tes slides, je pense aussi sur… Oui, alors il peut y avoir plusieurs raisons. C'est vraiment très variable, hein, le recours à la prestation. Il y a effectivement, il y a un peu d'opportunisme parce que pendant des années, c'était déjà le cas. Les entreprises, si elles avaient pu recruter davantage, auraient recruté davantage. Mais les besoins étaient tels et la difficulté à recruter était telle qu'ils se tournaient de toute façon naturellement vers la prestation et notamment les freelances. Donc je suis pas certain que avant les entreprises avaient davantage par souhait. Je ne sais pas si c'était un souhait de se tourner davantage vers la prestation. Je pense que c'était une nécessité, qu'elles n'avaient pas le choix, qu'elles n'arrivaient pas à recruter. C'est toujours très compliqué de recruter, mais ça l'était encore davantage à l'époque. Et donc, elles se tournaient vers la prestation par obligation. Aujourd'hui, encore une fois, il y a voilà, un ralentissement de l'activité sur la prestation informatique, une offre côté freelance, candidat à l'embauche ou ESN qui est voilà qui suffit ou qui en tout cas couvre davantage leurs besoins et donc ils ont davantage le choix et donc ils se tournent effectivement, ils en profitent. C'est le moment où ils peuvent peut-être plus facilement qu'avant recruter dès que le marché va repartir. Bon, on peut imaginer ils vont confronter aux mêmes difficultés. Donc c'est vraiment très conjoncturel, temporaire et conjoncturel, pour les raisons que vous connaissez, hein, de confiance, de ralentissement de l'activité économique globalement. C'est la guerre, c'est l'inflation, c'est voilà, tout ce qui fait qu'aujourd'hui il y a, contrairement à l'euphorie qu'on a connue avant en 2021 et 2022, un ralentissement. Y compris sur un secteur comme l'IT qui reste extrêmement porteur parce qu'il faut quand même relativiser. Hein. On reste sur un secteur d'activité qui est très porteur et en plus tout cela est très conjoncturel. L'activité va repartir. Mais donc je pense pas que ce soit, pour répondre à la question, je pense que c'est une question d'opportunité pour les entreprises et aussi et ça je le dis, c'est pour ça que là je fais le lien avec ce que je disais avant. Sur le fait de soigner son image et de travailler à inspirer la confiance, il y a parfois toujours cette idée que on peut davantage s'appuyer pour construire sur des internes, sur des salariés, plutôt que sur des prestataires, qu'ils soient salariés de SN ou freelance. Donc il y a cette volonté aussi pour sécuriser ces projets, capitaliser sur la connaissance. Dès qu'ils peuvent recruter, ils le font. Prendre une deuxième question, après je présenterai rapidement la partie aussi soigner son profil sur notamment les questions du télétravail. Oui, je pense que c'est un ajustement, on le voit aussi. Alors c'est drôle parce que ce qu'on voit nous de notre côté, c'est que à la limite le télétravail est davantage admis en région parisienne qu'en province. En province, alors là j'entends que la question concerne plutôt des provinciaux qui pourraient travailler à distance par exemple pour des clients parisiens. Mais si déjà on regarde comment ça se passe sur le marché, ce que l'on constate, c'est que souvent les entreprises de province
ont intégré le télétravail, mais demandent quand même une bonne part de présentiel. Alors que sur Paris, le télétravail est peut-être davantage admis ou plus conséquent. Ensuite, c'est vrai que globalement, il y a un léger retour arrière sur le télétravail, qui s'explique par probablement le fait que, comme toute révolution culturelle, on parle un peu de ça avec le télétravail, hein, c'est arrivé, on était très en retard en France, c'est arrivé au moment du Covid, ça s'est largement répandu, ça s'est démocratisé, mais de façon extrêmement rapide et par obligation du fait du Covid. Et après avoir été effectivement très largement intégré dans toutes les entreprises, il y a peut-être un ajustement, un léger retour arrière, notamment parce que on l'entend beaucoup, nous aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent que le télétravail c'est bien, mais on va dire, ils continuent de penser que et notamment pour les prestataires, pour intégrer des équipes, pour constituer des équipes, pour favoriser le travail en équipe, la collaboration, la créativité, c'est bien que les équipes se retrouvent une partie du temps au bureau. C'est probablement variable selon les métiers, mais c'est la tendance générale, voilà, de ramener les gens en partie au bureau pour favoriser les échanges, la collaboration, la créativité. Ça, c'est ce que l'on voit effectivement. Okay. Merci pour vos premières questions. Il y en a plein d'autres qui arrivent dans le chat, je vais afficher. Si ça vous va, je vous propose une petite transition, 3-4 minutes sur justement les tendances. On voit qu'il y a de plus en plus de freelance et moins de missions, donc un environnement concurrentiel un peu plus fort, sur justement les priorités et l'importance de son profil, de l'attractivité de son profil et du marketing de soi. Et ça va peut-être faire émerger aussi d'autres questions. Je vous propose rapidement, en 3-4 minutes, de balayer les éléments clés que nous, on observe avec les différents freelances, notamment dans la tech, qu'on accompagne. Le premier sujet qui est hyper important, c'est ce que moi j'appelle le marketing de soi. Vous êtes à votre compte, vous êtes entrepreneur, solopreneur, il faut savoir se vendre et savoir communiquer. C'est la base et l'enjeu de toute entreprise. Et donc, votre portfolio, il est essentiel, à la fois qualitatif, mais aussi bien à jour et qui pointe sur vos spécificités. On en a parlé, l'environnement, il est concurrentiel, les entreprises vont avoir des besoins très spécifiques et il faut que vous puissiez sortir votre épingle du jeu, à la fois en montrant l'expérience, l'expertise et en réassurant sur les différentes missions ou les différents éléments que vous allez pouvoir avoir en ayant des feedbacks ou des recommandations. Ça, c'est important. Sur la forme, honnêtement, ça dépend beaucoup aussi de votre domaine d'activité. Si vous êtes plutôt graphiste designer, on va avoir beaucoup plus d'exigences sur votre portfolio que sur d'autres métiers. Mais en tout cas, il faut qu'il soit digital, facilement transmissible et surtout accessible. Donc ça, c'est hyper important. Et pensez-y, hein, c'est votre vitrine. Moi, je dis toujours, c'est la vitrine. Je pense toujours au magasin et à la partie marketing commercial. Pensez à ça, au marketing de vous. Est-ce qu'il illustre bien ce que vous êtes, ce que vous voulez faire et vos spécificités. Ok. Pour info, à peu près 2/3 de l'acquisition de nouveaux clients, et donc ça concerne aussi les solopreneurs, passe par l'inbound, donc par des demandes entrantes qu'on peut avoir et de différents cercles. Souvent son réseau proche, de proximité, mais il faut que ce réseau soit bien alimenté, bien au courant que vous êtes à votre compte, que vous avez cette expertise. Moi, j'ai beaucoup d'indépendants qui démarrent, qui n'osent pas communiquer et le dire, mais sinon, vous n'allez pas être connu. Et il faut être visible. Et après, ça va générer des opportunités et ça rentre dans votre stratégie. Donc, en gros, si on devait retenir, je dirais, en fonction de votre profil, ciblez bien les spécificités de vos clients, de votre marché, les tendances, c'est l'objectif du webinar. Si vous pouvez créer du contenu ou en tout cas mettre en avant les spécificités que vous avez qui correspondent aux évolutions, au sujet du moment, vous allez sortir du lot ou être identifié comme un expert sur un sujet qui peut vous ouvrir des opportunités et créer un peu ce cercle vertueux. Donc, soyez bien à l'écoute du marché, connecté au marché. Si vous avez la possibilité de communiquer sur ce que vous faites pour être visible, c'est bien, ça peut générer des opportunités. Et parfois, c'est des opportunités boule de neige. Hein. Quelqu'un a écho de
cette idée ou de ce sujet, va le partager à quelqu'un d'autre qui va finalement vous ouvrir une porte de fil en aiguille. Ok. Et du coup, il faut être bien entouré. C'est l'enjeu des solopreneurs. Vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on existe avec Freelance République pour être accompagné d'experts du marché qui ont des connexions, des entrées, des éléments, rejoindre des communautés. Et nous, chez Jump, c'est sur le reste. On ne veut pas que vous perdiez de temps sur la comptabilité, les tracas administratifs, vos projets perso, pour être serein et concentré sur ce qui est le plus important, créer de la valeur pour vos clients. Ok, donc être bien entouré, c'est clé aussi. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on vous accompagne. Et enfin, n'ayez pas peur de mobiliser votre réseau. Et donc ça rejoint le côté d'être bien entouré, perso, professionnel. Et ça, c'est des études qu'on a. 3/4 des missions qui sont trouvées sont liées à votre réseau, soit directement, soit indirectement. Et donc, votre portfolio, votre communication et l'alimentation, la constitution de ce réseau est essentielle. Plus vous allez être entouré, plus vous allez l'alimenter, le faire grossir, plus vous allez aussi vous ouvrir des portes ou avoir même du choix et donc pouvoir aussi trouver la mission la plus adaptée à vos besoins. Ok, voilà. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. En tout cas, avant de vous lancer, il faut oser. Pour certains, c'est pas naturel le côté marketing ou sales, mais il faut faire le marketing de vous-même. Donc communiquer sur vos expertises, sur ce que vous faites, sur ce que vous pouvez créer comme valeur et les missions potentielles que vous pouvez exercer. Et tout au long de votre aventure, n'ayez pas peur de partager ces éléments à votre réseau. LinkedIn, par exemple, peut agréger pas mal de choses, mais tout dépend de qui le constitue. OK ? Et enfin, et ça c'est important, et Vincent il sera attaché, c'est un cercle vertueux. Quand vous avez vos missions, et c'est plutôt top, plus vous les exercez positivement, plus ça va vous offrir des portes et générer ce cercle vertueux. Si vous pouvez fidéliser vos clients, forcément, vous allez avoir une opportunité de renouvellement ou peut-être une mission complémentaire ou potentiellement une recommandation positive qui va vous aider sur ce marché qui est de plus en plus concurrentiel. Et donc, en gros, fidéliser un client, ça coûte 5 fois moins cher qu'en acquérir un nouveau par rapport à toute l'énergie qu'on doit mettre en place et les opportunités que ça peut vous créer. Donc, là, il n'y a pas de secret, mais quand on a une mission, la clé, c'est de créer de la valeur et de bien être à l'écoute de son client pour aller chercher du feedback, pour justement générer la meilleure satisfaction qui, en fin de mission, en cours de mission, va vous générer des opportunités ou à minima des feedbacks positifs qui vont vous aider pour les missions ultérieures. Ok ? Donc, voilà. Ça va même, je me permets une parenthèse, Léonard, ça va même au-delà de ça. Il ne s'agit pas seulement par exemple, de bien gérer une fin de mission ou de faire en sorte d'avoir des recommandations au terme d'une mission. C'est globalement, moi je vais mettre les pieds dans le plat, c'est des comportements qui sont rares, mais qui font beaucoup de mal à tout le monde. Je prends des exemples concrets. Parce que c'est ça qui fait que d'autres clients demain vont vous ouvrir leurs portes, vont vont faire rentrer des freelances dans leurs équipes. Quand un client est confronté à un freelance qui finalement a pris une mission un peu à la légère, n'a pas forcément fait le bon choix, et puis qui, en prévenant à peine, 3 semaines après, quitte la mission pour en rejoindre une autre, un peu mieux payée, ou ça fait du mal à toute la communauté de freelance. Là, je reviens aux notions effectivement de fiabilité, de confiance. Et ça peut générer dans l'esprit du client l'idée que si je veux sécuriser mon équipe, mon projet, plutôt que de m'appuyer sur des freelances, je vais plutôt m'appuyer sur des prestataires de ESN, parce qu'au moins, je dis pas que les idées sont justes, sont vraies, mais c'est ce que beaucoup de clients encore aujourd'hui pensent. Je vais m'appuyer sur les ESN, que au moins ils sont plus fiables ou je maîtrise davantage la relation. Ou bien je vais plutôt recruter en interne. Ça c'est des choses qui, ou bien parfois ils sont confrontés à des prestataires qui vont avoir 2 missions en même temps, alors qu'ils sont censés intervenir plein temps pour eux. Voilà, ça c'est rare. Encore une fois, c'est toujours pareil. Ça c'est une minorité de comportements qu'on pourrait juger négligeables, mais en réalité,
ça a de gros impacts sur l'appréhension qu'on peut avoir de toute une communauté. Et donc c'est pour ça que à chaque fois que moi j'ai l'opportunité de le dire, je le dis pour que tout le monde relaye le message et que ça fasse boule de neige et que globalement on soit le moins possible confronté à ces situations-là. Parce que quand je parlais de solidarité tout à l'heure, eh bien les comportements qu'on a au sein de l'écosystème freelance, effectivement, rejaillissent sur tous les autres et donc il faut être solidaire de ça. Et voilà, tout ce qu'a dit Léonard juste avant est très vrai. Il faut soigner son image et son réseau de clients. C'est ça qui permet de sécuriser grandement l'avenir. Voilà. Alors, on vous propose là maintenant de répondre à toutes vos questions. On va prendre celles qui sont dans le chat. Moi, je vais les afficher à l'écran. Il y en a aussi, pas dans l'onglet questions, mais dans l'onglet chat. On va rebondir sur certaines. Vincent, il y en a une première, du coup, très liée à l'IT, que je te laisse prendre, Vincent. Alors, je connais peu, malheureusement, je peux pas répondre. Je connais peu le marché des missions courte durée. Et nous, chez Freelance République, on travaille sur des missions de plus d'un an en tous les cas, et en moyenne, elles vont durer 1 an à 1 an et demi, plutôt plus proche d'1 an et demi. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont vraiment à la recherche d'engagement au sein de leurs équipes quand elles recrutent, en tous les cas sur notre marché, des missions long terme. On est sur des missions de 2 à 3 ans, quoi, dans l'esprit du client. C'est plutôt en général, à moins qu'il y ait des coupes budgétaires ou des projets arrêtés ou sur lesquels ils ralentissent, on est sur toujours une optique long terme. Donc la durée des missions, du point de vue en tout cas des entreprises, c'est des missions long terme. Eux, ils embauchent des freelances, mais qu'ils considèrent de plus en plus au sein de leurs équipes comme des internes. On fait de moins en moins la différence. Il y a vraiment cette rupture en ce moment, on le voit. Et d'ailleurs, la passerelle est de plus en plus aisée entre le salariat et le freelancing. Les comportements de plus en plus similaires, parce qu'en réalité, sur le marché aujourd'hui, c'est pas plus facile de garder un salarié qu'un prestataire. Hein. Les salariés, qu'on soit salarié ou pas aujourd'hui, quand on a envie d'ailleurs, on va ailleurs. Donc ça, c'est une fausse idée que peuvent avoir encore certaines entreprises à l'esprit. C'est en train de changer. Donc voilà, la durée, j'ai pas l'impression que les durées de mission est raccourcie. On est toujours sur des missions, en tout cas du point de vue de l'entreprise, des missions long terme de 2 à 3 ans. Tac. Alors, je crois qu'on a une autre question de Swan. Bon, difficile de répondre à pas de boule de cristal. Ouais, si, on peut s'amuser à faire des projections, mais enfin, ça fait 1 an et demi qu'on y va de 6 mois en 6 mois. Donc là, vraiment, ce qu'on sait, c'est que ça fait maintenant 1 an et demi que le marché est ralenti. Ça a même commencé, même si la fin de l'année 2022 a été belle, on voyait déjà un ralentissement du nombre de missions et on commençait déjà, nous, Freelance République, à travailler ce qu'on n'avait jamais fait sur des sujets toujours dans le domaine IT, mais vraiment très exotiques pour nous. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à élargir le scope des sujets sur lesquels on travaillait, parce que sur notre core business, il y avait beaucoup moins de sujets. Donc, ce qu'on sait seulement, c'est que quand ça va repartir, ça va repartir fort. Voilà. Mais quand, voilà, on est déjà bientôt à l'été, donc il faut espérer ça pour la fin de l'année, ou le début d'année prochaine, mais on ne sait pas encore. Et sur peut-être des sous-catégories, des ouais, la réponse est dans la question. Ouais. Alors aujourd'hui, effectivement, le domaine qui est en croissance, c'est la data et la cybersécurité. Là, effectivement, il y a beaucoup de sujets et ce sont les 2 sujets sur lesquels la demande continue de croître. Là où on voit un ralentissement, effectivement, sur le reste. Mais encore une fois, on parle de faut pas non, enfin, c'est un ralentissement, mais on part d'une situation qui était extrêmement d'un marché qui est très porteur et on a vécu des années euphoriques. Donc il y a un ralentissement, un marché qui reste quand même très dynamique, mais sur lequel l'offre est également importante. Donc voilà, c'est un marché qui était très en tension et très pénurique en ressources, et il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et c'est pour ça que la compétition est beaucoup plus féroce pour les candidats.
Et c'est pour ça moi, j'ai parlé de la partie un peu marketing de vous-même, etc., qui parfois n'est pas forcément naturelle. Et ce qui est difficile, c'est d'avoir la palette de compétences à votre actif, hein. Vous ne pouvez pas tout avoir, mais c'est important de savoir vous vendre, être visible, parce que moi, je dis toujours, hein, c'est votre entreprise, votre vitrine, donc il faut quand même que vous soyez là, surtout dans un environnement de plus en plus compétitif. Il faut tirer son épingle du jeu. Euh, Est-ce que tu veux Euh, répondre à celle-ci? ouais, je réponds à celle-ci. C'était déjà le cas avant, mais c'est vrai que ça s'est structuré davantage. Les services achats se sont structurés en utilisant les VMS qui sont nés encore ces dernières années sur le marché et qui effectivement répondent à des enjeux achats qui nous challenge de plus en plus. Et ce sont même les DMS qui effectivement organisent ça et poussent les clients à organiser des enchères inversées avec les fournisseurs, à ne jamais cesser de les challenger, y compris après un référencement. Vous êtes référencé sur la base des grilles de TJM et vous pensez que c'est fini, mais non, 6 mois après, on vous propose un référencement dynamique avec évolution des grilles, avec bon bref. Donc effectivement, on est très challengé par les services achats dans les grands comptes. Euh, et en même temps, ils sont aussi très à l'écoute. Ils ont compris que le marché freelance était un petit peu différent déjà. Donc ils sont à l'écoute aussi de nos préconisations. Donc ça, c'est pour un peu vous rassurer quand même. Leur objectif aux entreprises reste d'être en capacité d'attirer les talents. Donc, ils challengent les prix, mais ils veulent pas non plus se fermer des portes et finalement s'empêcher du fait de prix qui serait trop bas, s'empêcher d'attirer ou de recruter les meilleurs talents. Donc voilà, on est challengé, mais charge à nous de montrer à la fois qu'on est une communauté, qu'on est positionné sur les bons prix, et puis voilà, de donner envie aux clients de continuer de passer par nous, quoi. Mais c'est vrai qu'on est challengé globalement. Et on a la dernière question du chat sur les ESN. Alors, il faut que je parle de mes compétiteurs, c'est pas. Mais globalement, alors je vais parler de nous et puis vous pourrez partir du principe que ça vaut pour tout le monde. Moi, je pars du principe qu'une relation de qualité. Alors, je vais parler de la relation qu'on peut avoir nous avec les. Comme ça va. Je pense que ça va répondre à la question. Nous, on travaille à 95% avec des clients finaux. Mais il peut arriver qu'on travaille en sous-traitance pour quelques partenaires. Quand on le fait, et donc c'est là que ça doit faire le lien avec la question, quand on le fait, c'est-à-dire quand on accepte de travailler en sous-traitance pour un partenaire, pour une agence digitale, une ESN, une petite ESN qu'on connaît bien, eh bien c'est que la relation est simple, saine, que la communication est transparente et que l'on sait pouvoir travailler en confiance avec eux. Donc, quand la communication est simple et que on pense avoir une vraie relation de confiance avec son partenaire, ben je pense effectivement que voilà, là pour le coup les signaux sont au vert. Quand c'est pas le cas, selon moi, voilà, ce sont des relations à fuir effectivement, qui n'apportent en général rien de très bon. Donc ça tient beaucoup à la qualité de la relation, la qualité des échanges, la qualité de la communication et la confiance qui peut s'installer avec vos interlocuteurs. C'est beaucoup de ça. Parfait. Et si tu veux, je peux te lire, j'avais posé dans le chat les deux questions. Quelles sont vos priorités 2024 et vos grands enjeux? Et en réponse, on a: je constate que le marché n'est pas très dynamique. En enjeu, intégrer à mon TJ de 2022 l'inflation. Voilà. Et après, il y avait une question: y a-t-il une saisonnalité ou un problème structurel? Mais on y a répondu sur les tendances. Cette réduction se voit aussi sur Paris. On y a répondu aussi. Ben super. Est-ce que vous avez des dernières questions? N'hésitez pas, on est là pour y répondre avec Vincent, soit directement là dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions. Sinon, on espère que ça vous a plu. Comme on le disait aussi, on a aussi nous une offre de partenariat avec Freelance République. Donc, pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas. On partagera les liens et vous aurez les éléments aussi à venir nous voir. Vous aurez une offre préférentielle sur Jump en venant de Freelance République. Voilà.
En tout cas, je crois qu'il y a une dernière question d'Anthony. Ah oui, pardon, je ne l'ai pas affiché, je vais l'afficher ici. Pour un profil qui débute dans le freelancing, faut-il envisager de s'ouvrir à de nouveaux marchés francophones, anglophones, pour ceux qui parlent anglais, dans le cadre de la recherche de clients? Est-ce compliqué de se référencer? Moi, si je veux juste répondre rapidement, je dirais, et ça rejoint ce que je disais sur votre portfolio qui vous ciblez, si vous êtes bilingue, oui, forcément, vous avez plus de cordes à votre arc et vous pouvez aller chercher des clients à l'étranger beaucoup plus facilement. En fait, ce que je disais, c'est quelle est votre expertise, comment vous tirez votre épingle du jeu, c'est hyper important. Et derrière, mettez en place votre stratégie d'acquisition en fonction de ces spécificités-là que vous voulez mettre en avant et qui vont vous permettre d'être un petit peu sur un axe moins concurrentiel. Donc voilà, après, je n'ai pas tous les éléments sur comment aller chercher des clients à l'étranger, etc. Mais bien sûr, Anthony, si vous êtes bilingue et que vous avez envie de travailler avec n'importe quel client dans le monde, oui, il faut essayer d'élargir ses recherches ou d'être accompagné d'acteurs qui sont connectés à ces entreprises. Moi, je vais répondre rapidement à cette question aussi, mais surtout pour rassurer sur le marché français quand même. Léonard en a parlé. Savoir-faire, développer ses savoir-faire, faire savoir-faire et faire savoir, ça va ensemble. Ça, c'est le marketing dont tu as parlé, le personal branding dont tu as parlé, Léonard, c'est important. Et derrière, savoir-faire, faire savoir et savoir-être. Et quand vous avez ces qualités-là, c'est-à-dire que au-delà d'avoir une vraie expertise et de savoir la mettre en avant, si en plus vous inspirez la confiance à vos clients, que vous construisez un réseau solide de personnes qui derrière vont vous recommander, et si tout le monde se comporte de cette manière-là, ça va consolider encore les bases de la communauté de freelance. Il y a beaucoup à faire sur le marché français, même s'il y a moins en tension aujourd'hui et que l'offre ou que la demande est moins pléthorique. Pour ceux qui ont une expertise et on va dire et un savoir-être qui séduit aujourd'hui des clients, vous n'aurez aucun problème à trouver des missions. Sur tous les sujets dans l'IT. Voilà, le marché est encore. Et si vous avez les bons partenaires, vous trouverez des missions. Aujourd'hui, vous êtes bordé de tous les côtés pour trouver des missions. Vous avez Freelance Public et d'autres partenaires potentiels pour vous accompagner et pour gérer votre quotidien, Jump également. Enfin, bref, vous êtes bordé et vous pourrez trouver des missions sur le marché français sans problème. Parfait. Je crois que c'était une belle conclusion. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On espère que ça vous a plu. Vraiment, l'objectif de ces webinaires, que ce soit le plus interactif possible. Donc, merci pour vos questions. Vous allez tous récupérer le replay vidéo par mail, sur le mail avec lequel vous êtes inscrit. Et pour la suite, n'hésitez pas à venir nous voir chez Freelance Republic, chez Jump. On vous a partagé les liens et vous avez tout sur nos sites. Le but, voilà, c'est d'être accompagné. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul et donc vous trouvez les bons partenaires, comme le disait Vincent. Et donc, on est là pour vous accompagner, vous aider et répondre à vos questions. Voilà. Merci à tous et merci à toi, Vincent. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Bonne fin de semaine. Hop, bonne journée. Au revoir.